So these are powerful metrics that help organizations to transform. So what are the cultural transformation tools? Well, there are tools for measuring who you are as an individual and as a leader, and there are tools for measuring organizations. How are they working? What works and what doesn't work in the organization? And they're very profound in the depth of information that they provide. How do you transform an organization? I want to give some room to Arno. Arno's going to talk about that. He's going to talk about actual example of what to do. Bonjour à tous. Alors je voulais essayer de vous montrer comment on peut essayer d'utiliser ces idées chez le client et dans l'entreprise qui est ce qui nous occupe tous les jours. Il faut savoir qu'on est convaincu depuis la création de KEA il y a maintenant 15 ans avec Hervé. On est convaincu de cette idée qu'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de stratégie durable s'il n'y a pas de culture forte. Et tout ce qu'on essaie de faire consiste à associer ces deux dimensions-là et d'assumer finalement la dimension humaniste qu'il y a dans la transformation. Il n'y a pas de transformation si on ne prend pas en compte les hommes et les femmes d'entreprise qui constituent leur performance d'aujourd'hui et, bonne nouvelle, leur performance de demain. Et on se bat sur cette idée-là, et par chance, on trouve un certain nombre de dirigeants qui nous croient sur le sujet. On a rencontré Richard il y a quelques années grâce à Martin Sande, notre ami suédois qui est ici. Et en fait, quand on travaille sur ces sujets-là avec un dirigeant, il faut ramener sur ce qu'on sait bien faire quand on manage une entreprise. Et ce dont on a besoin, c'est la mesure. J'aimerais que vous reteniez dans ce qu'a pu vous présenter Richard, c'est cette idée que la culture, on peut la mesurer. Et que si cette culture, on est capable de la mesurer, on est capable derrière d'en tirer des enseignements. Et de ces enseignements, on peut en tirer un certain nombre de plans d'action. Alors, ce que j'ai fait, c'est... j'ai pris la présentation d'un de mes clients. Ce n'est pas nos slides, c'est les siens. Je me suis juste permis de ne pas vous dire qui c'était, mais j'ai pris sa présentation. Ce sont ses slides à lui. On a une fierté dans ce métier, quand on le fait depuis un petit moment, c'est d'avoir à un moment donné une intimité, une synergie avec un client qui fait quand il fait mieux la présentation que vous auriez adoré faire, finalement on a atteint notre objectif. Alors je vais vous dire que cette personne, c'est un CEO certainement parmi les plus éclairés et les plus visionnaires qu'on ait la chance d'avoir. Il a une vision, et je vais revenir dans quelques instants, extrêmement forte. Il a une double vision. On est dans l'alimentaire, et il a la vision à la fois d'être un des grands promoteurs du programme des Nations Unies en matière de santé et en matière d'alimentation à 2030. Et il veut pousser son entreprise dans cette piste-là. Et il a dans l'idée de le faire avec une entreprise moderne, agile et forte. C'est sa vision duale. Et le problème qui fait qu'on a eu l'occasion de travailler avec lui, c'est la difficulté à faire vivre ce projet-là par rapport au ressenti des collaborateurs et finalement ce qu'ils avaient envie de faire. On a utilisé l'outil de Richard, et puis je ne peux pas, étant ici sous l'impulsion de l'Institut de la sociodynamique, ne pas vous parler un tout petit peu de sociodynamique et de mix organisation dans cette analyse. Alors cette compagnie, ce que je vous disais, c'est un objectif de long terme et c'est la vision d'être un des acteurs de ce programme des Nations Unies pour l'alimentation de demain. Et c'est de construire un programme, construire un développement de cette entreprise qui, d'ici à 2030, amènera à cet objectif. D'abord, c'est de l'inventer, cette entreprise de demain. Après, c'est être capable de la construire et ensuite être capable de la déployer. Et petit à petit, pour reprendre le diabolo cher à Richard, être capable de faire évoluer l'entreprise dans cet équilibre d'ensemble qu'on peut avoir sur les valeurs qu'il a pu vous décrire. L'objectif de ce dirigeant, c'est une entreprise qui est tirée par un but, et une entreprise qui va être collaborative, agile, open, apprenante, dans laquelle la diversité des hommes et des femmes vont pouvoir s'exprimer. D'accord ? Il le dit, il le porte et il le clame haut et fort. Et pour mettre en œuvre cette organisation agile, voilà, il va s'appuyer sur un certain nombre de leviers de transformation. Premièrement, un objectif, je vous l'ai dit, atteindre cette ambition d'être un contributeur à cette société de demain et à une cohérence alimentaire. Il va travailler sur des leviers d'organisation collaborative. On va beaucoup travailler en particulier sur les questions d'équilibre global-local, l'équilibre entre le business et le support. Donc on va trouver une logique de collaboration entre ces différentes dimensions de l'organisation. On va développer des logiques de service, de support pour que les acteurs opérationnels soient mieux aidés dans leur action. On va développer de la responsabilisation, on va empowerer les business units et on va mettre une forte emphase
sur cette organisation et cette coopération, y compris dans les systèmes d'incentive. Il va adapter le système d'incentive en cohérence, il va pousser les standards de diversity, et puis pour faire ça, il va pousser l'idée d'un modèle industriel puissant, avec des standards opérationnels et un modèle opératique fort. Ce modèle collaboratif d'un côté et ces standards de l'autre. Et ça, vu des 500 managers du groupe, et ben dans le quotidien, ça va se traduire par un misfit. Ça va se traduire par une incompréhension de en quoi ce qui est à gauche, pour vous, va servir ce qui est à droite. Et c'est là où on va essayer d'objectiver cette question-là avec les outils que nous ont présentés, qu'on a pu voir avec Richard. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que Richard vous a décrit. On a fait un CTT. Et vous avez là les valeurs qui sont ressorties de ce CTT. D'abord, à gauche, les valeurs personnelles. On est sur le premier niveau d'encadrement de cette entreprise. C'est les valeurs personnelles, c'est la synthèse des valeurs personnelles ressenties. Et puis au milieu, le vécu des valeurs en entreprise aujourd'hui, comment au quotidien on fonctionne, et comment on pense que si on allait dans le projet que ce CEO serve à décrire, on aimerait pouvoir fonctionner. En rouge, vous avez les valeurs limitantes, celles qui sont plutôt en écart, en particulier avec les valeurs personnelles que vous pouvez voir à droite. Alors par chance, vous avez des valeurs qu'on voit vivre dans cette entreprise. Elle est à la fois incarnée dans les managers qui la composent, c'est la question de l'engagement et de la responsabilité, et on va les retrouver à la fois dans le sentiment de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et aussi dans l'entreprise projetée. Mais on a ces valeurs limitantes qui sont importantes. Voilà, on a une valeur qui va être clé, qui est un actif, qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup, c'est cette notion de la confiance. Les individus fonctionnent sous cette confiance et ils aimeraient que l'entreprise bâtisse sur cette question de confiance. On a beaucoup parlé ce matin avec le dirigeant de la Maïf. On voit bien que cette question de la confiance, elle est clé, on va pouvoir s'appuyer dessus. Et puis par chance, on va pouvoir s'appuyer aussi sur un certain nombre de valeurs que les uns et les autres espèrent pour le futur et dont ils ont déjà des sentiments de les vivre au quotidien. Voilà, alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça? On va essayer de capitaliser sur ces différents écarts et finalement de commencer à œuvrer, à se dire, mais en matière de transformation, il va falloir travailler sur quoi? Et on peut tirer quels enseignements de cette carte? D'abord, on peut constater que le changement, il est important. Le changement de stratégique, il est peut-être important, mais le changement culturel, il est important aussi. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, c'est un programme qui est ambitieux. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que la vision, elle était très présente, mais il y a un disconnect avec le vécu opérationnel et les valeurs qui sont incarnées au quotidien. Le troisième point, c'est qu'on voit bien qu'il y a un besoin d'organisation. On voit bien que dans les valeurs mises en avant, il y a des valeurs organisationnelles qui sont fortes, si je reprends les segmentations de Richard. Mais par contre, la réalité du jeu final n'est pas tout à fait claire. Le quatrième point, c'est que le rôle du manager dans ce contexte-là change. Ils le vivent et des valeurs qu'ils ont pu mettre en avant ne se retrouvent pas tout à fait dans le rôle qu'on leur fait jouer à l'instant T. Voilà, la route est longue. Il y a aussi besoin de plus de support dans ce qui a pu être. Et des valeurs importantes qui ont été mises en avant, c'est l'empowerment et la confiance. Peut-être insuffisamment vécu, là encore, au quotidien. Et le dernier point, c'est walk the talk. C'est dans l'idée de dire que, quelque part, cette vision d'entreprise, cette stratégie que vous cherchez à développer, si on n'arrive pas à lui donner une concrétisation dans le quotidien, dans notre manière de manager, dans notre manière d'interagir avec nos collaborateurs, on ne va pas y arriver. Donc, il faut impérativement travailler sur cette dimension. Voilà, c'est les premières guidelines, enseignements qu'on a pu partager avec lui. Alors, je vous le disais, en matière de sociodynamique, c'est aussi intéressant de regarder cette grille-là sous cet angle sociodynamique. Alors, j'espère que tout le monde est un peu familier avec la grille Ego-Eco du mix organisation. Sinon, je vous renvoie au très bon livre d'Hervé Lefebvre et de Jacques Jochem sur le sujet. C'est de constater qu'on a une entreprise dont la valence est à la fois, dans un premier temps, tribale et transactionnelle. Vous avez dans le mix organisation 4 grands équilibres d'organisation qui se traduisent par, dans la ligne verticale, ce qu'on avait appelé l'ego, c'est-à-dire le one, la capacité à regarder les choses en synergie, dans une vision d'entreprise forte, tout ce qui va contribuer à ce projet commun, à ce projet de bien commun et de communauté de personnes. Et puis vous allez retrouver sur l'axe horizontal ce qui est lié au multiple, à l'ego, au marché, à l'externe, au transactionnel. D'accord ? C'est cette confrontation au monde extérieur.
Et cette mise en comparaison de ces deux axes, ça amène à voir des entreprises de nature plutôt, en tout cas des comportements de manière un petit peu mécaniste. C'est là où on a peu d'externalités et peu de pression née de l'externe et peu de projets internes qui nous drive. Donc c'est des organisations qui sont un petit peu procédurales, tirées par le mécanisme. En haut, vous avez des organisations très fortes par le projet, d'accord, où la dimension, alors t'entends peut-être un peu tribale, mais dans lequel le projet prévaut et permet d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. À droite, vous allez retrouver des entreprises plutôt transactionnelles, c'est-à-dire où c'est fondamentalement les dynamiques du marché, les dynamiques de l'extérieur qui vous portent et qui font qu'on va y retrouver une certaine forme d'activité. Et puis cette conviction que ce qu'il faut chercher, c'est maximiser ces jeux de tension, ces forces, et qu'il y a ces organisations holistiques. Ces organisations holistiques, c'est à la fois celles qui s'appuient sur un projet très puissant, une très forte compréhension de l'externe, d'accord, ces équilibres un petit peu instables, dans lesquels on est capable de vivre avec beaucoup de tensions sur l'externe, à titre individuel, c'est-à-dire assumer une partie forte d'antagonisme, et puis aussi d'être très porté par cette vision du projet. Alors, il y a une entreprise qui est historiquement, pour un certain nombre de raisons, à la fois tribale et transactionnelle. D'abord, entreprise de culture familiale, avec une notion de durée qui est importante, et on la rejoint pour ce critère-là. Un CEO qui, jusqu'à présent, incarne fortement cette dimension-là. Et puis, une forme d'autonomie bienveillante qui permet à chacun de fonctionner dans ce style-là. Voilà. Et puis, à l'inverse, une dimension transactionnelle forte avec une très forte autonomisation des business units, des gens qui sont presque leurs propres petits patrons dans une culture de holding avec un groupe qui agit plutôt en holding. Voilà. Finalement, quel est le mouvement que le CEO essaie de faire? C'est d'inverser. Qu'est-ce qu'il veut inverser? Il veut renforcer, et en particulier, c'est de pousser ce mouvement de la case jaune vers la case rouge en passant d'une entreprise qui était transactionnelle vers une entreprise plus holistique, d'accord, en développant cette idée de leadership sur cette vision du monde et sur le rôle de l'entreprise demain, en poussant cette idée d'une entreprise agile, autonome, poussant à l'empowerment. Et puis une idée derrière qui aurait pu être positive, qui est de dire je vais donner du support et des standards qui permettent au jour le jour de fonctionner avec efficacité, mais qui est vécu par les managers qui ont travaillé, qu'on a questionné sur cette grille, comme un mouvement du jaune vers le vert, c'est-à-dire fondamentalement d'une perte de liberté et d'une perte d'autonomie. Parce qu'on a renforcé un modèle de contrôle, parce qu'on a besoin de transparence dans cette autonomie, on a renforcé le contrôle. On a renforcé peut-être dans la perception du profil d'un certain nombre d'acteurs, un profil plus classique, plus centré sur la performance. Voilà. On a renforcé un rôle de corporate, peut-être encore un petit peu plus que d'habitude, et puis un style de management qui peut-être au quotidien est perçu comme tel. Donc là où ce mouvement il pourrait être vertueux, d'accord, et on voit beaucoup d'entreprises qui s'orientent sur cette puissance de la mécanique. Je ne vais pas revenir sur ce que Lambibard disait tout à l'heure, sur la force des rituels, la force de toutes ces mécaniques que l'on maîtrise et qui permettent d'aller dans ce futur, certes incertain, mais désirable, dans lequel on peut aller. Cet équilibre, il est intéressant. Si la flèche rouge qu'on a dessinée ici, on est capable de la réduire et de faire comprendre que cette vision-là, que l'un est en train de servir l'autre, et ce n'est pas une perte d'autonomie, c'est-à-dire un mouvement de la droite vers le gauche pour les managers concernés. Cette prise de conscience du décalage entre ce qu'ils souhaitent faire et le vécu de ces premières lignes de management, ça a été un événement déclencheur assez important dans la vision qu'il a eue derrière de son programme de transformation. Voilà. Et je pense que c'est encore une fois, pour un manager, intéressant de pouvoir avoir ces éléments de mesure pour factualiser les choses. On n'est pas en train de refaire un bilan qualitatif, un relevé d'opinion. C'est de travailler sur ces grilles de manière un petit peu précise, que ce soit celle de Richard ou celle du mix organisation, pour être capable de porter ces différentes idées. Alors comment derrière on peut œuvrer pour inscrire cette dimension plus humaniste et de prise en compte des facteurs culturels dans la transformation, c'est de travailler à l'élaboration de cette roadmap, parce que vous vous doutez bien que pour faire cette évolution, il y a des aspects stratégiques, il y a des aspects de produits, il y a des aspects de business model, il y a beaucoup d'aspects hard à mettre en œuvre. C'est d'y intégrer un certain nombre d'ingrédients qui vont plus permettre de transformer l'entreprise vers cette culture souhaitée. Des éléments liés à la clarté,
à la clarté du jeu, en particulier du endgame. Pourquoi ce modèle sociodynamique et ce nouveau paradigme est possiblement puissant, et on peut le faire pour peu qu'il soit bien compris et bien perçu, et non pas perçu comme une perte d'autonomie. Le deuxième point, c'est l'empowerment. C'est une demande forte, je pense que c'est dans l'ADN et dans la puissance d'un certain nombre de la plupart des managers qui existent dans cette entreprise, qui est une valeur qui a été cultivée très longtemps, comment on la renforce. Et puis, c'est de pousser véritablement cette idée de collaboration sur le champ culturel et pas simplement sur le plan organisationnel et structurel, en travaillant derrière sur cette question de la confiance. Et ça donne derrière, dans le plan de transformation à proprement parler, et je pense que ce qui est important, ce qu'il faut que vous lisiez, c'est ce qu'il y a dans les bulles, c'est d'entrer dans ce plan de transformation un certain nombre de dimensions qui vont petit à petit œuvrer à cette transformation culturelle. On a vu qu'il y avait un objectif de long terme et une vision qui portait. L'enjeu majeur en matière de transformation, c'est que tous les employés puissent s'engager derrière cette vision. Alors quand on est dans un groupe de 600 personnes, on les met dans un amphi, c'est facile. Quand vous avez quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de collaborateurs, il faut y travailler avec une idée forte, c'est qu'une vision, il y en a une, et qu'il faut éviter l'effet du pot de yaourt, où au bout de 10 intervenants successifs, on arrive à ne plus savoir exactement si ce qui est dit est exactement. Donc il y a une vision, comment vous déployez une vision, et une vision unique dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est que chacun des employés puisse la vivre. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est qu'ils la vivent dans leur quotidien et qu'ils se mettent en capacité d'autonomie d'entreprise par rapport à cette vision-là. Donc qu'elle puisse être activée quelque part localement. Le deuxième point, c'est de piloter les programmes et les projets en leur donnant à la fois un rythme acceptable et surtout plus de clarté. En quoi ça œuvre et ça sert ce modèle d'entreprise qu'ils cherchent à développer. Le troisième point, c'est de renforcer les rôles, et c'est en particulier de remettre la notion d'empowerment et de confiance dans le processus de décision. Richard insistait sur le fait que transformer, ça consiste à transformer les leaders. C'est certainement sur ce chapitre qu'il y a le plus à faire vis-à-vis d'une équipe de direction. Renforcer la collaboration, c'est-à-dire œuvrer, créer les modèles organisationnels, créer les passerelles qui permettent de la faire vivre pour que ce ne soit pas simplement des mots sur un slide. Et puis surtout derrière, renforcer les capacités de transformation, c'est-à-dire admettre que cette transformation, ce n'est pas quelque chose uniquement naturel et qu'il faut l'accompagner, qu'il faut du support et qu'il faut être capable d'apporter le niveau de soutien nécessaire à cette transformation. Voilà, le dernier point, c'est d'admettre que tous ces aspects-là se pilotent, qu'il faut savoir jouer sur les contraintes des uns et des autres, et surtout toujours être en alerte sur ce décalage qui peut exister entre la vision, encore une fois, qu'on peut juger relativement vertueuse de ce qui était visé, et le décalage qui est perçu entre vos principaux managers. C'est à peu près sûr que si votre première ligne et vos 500 managers ne sont pas convaincus de ce que vous cherchez à faire, la probabilité que le reste de l'entreprise le soit, c'est encore beaucoup plus difficile. Voilà, je voulais vous montrer un cas concret de l'usage de Richard. Et voilà, on est à votre disposition avec Richard, qui s'est mis très très loin là-bas, si vous avez quelques questions sur ce modèle. Merci.